Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je vais commencer par vous poser 3 questions. Est-ce que vous avez déjà pris le train, traversé un pont ou encore vu l'Arche de la Défense? Si vous avez répondu oui à une de ces 3 questions, eh bien c'est que vous avez déjà touché du doigt le génie civil et ça tombe bien parce que c'est le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on va tenter de parler de 5 points clés du génie civil, alors c'est parti. La première chose qu'on peut faire, c'est d'essayer de décrire qu'est-ce que c'est le génie civil, de lui donner une définition. Et pour construire cette définition, ce qu'on peut commencer par faire, c'est de faire une distinction entre le génie civil et le BTP. En réalité, le génie civil est plus spécifique que le BTP, puisque le BTP, comme son nom l'indique, intègre à la fois le bâtiment et les travaux publics. Le génie civil s'apparente davantage à l'aspect travaux publics du BTP. Et en fait, l'Encyclopædia Universalis décrit le génie civil comme l'art de concevoir des ouvrages d'infrastructure. Alors ces infrastructures, elles peuvent être publiques, et en général elles sont plus souvent publiques parce que les projets liés au génie civil nécessitent des investissements importants. On peut aussi avoir des infrastructures privées, mais on peut aussi avoir des bâtiments, mais il faut que ces bâtiments-là aient des caractéristiques exceptionnelles et qu'ils nécessitent également une expertise importante. On peut mentionner comme type d'infrastructures privées des aéroports, des gares ou encore des tours de grande hauteur. Les principales infrastructures que regroupe le génie civil sont les infrastructures de transport, donc comme par exemple les routes, les voies ferrées ou encore les tunnels. Il y a aussi des infrastructures liées à l'énergie, comme les centrales nucléaires ou les barrages, des infrastructures qui sont liées à l'eau, pour la gestion notamment de l'eau, les stations d'épuration ou encore des réseaux d'égouts. Et enfin, le dernier type d'infrastructure, ce sont plutôt des infrastructures industrielles avec des usines. Maintenant qu'on a cerné un petit peu mieux à quoi correspondait le génie civil, qu'on a réussi à lui donner une définition un petit peu plus précise, on peut s'intéresser à l'histoire du génie civil en France. L'histoire du génie civil en France, elle est intimement liée à l'histoire de la figure de l'ingénieur en France. Cette figure de l'ingénieur, elle commence à se construire à partir de la Renaissance. La figure de l'ingénieur civil à la Renaissance se construit en opposition avec la figure de l'ingénieur militaire. L'ingénieur militaire, c'est celui qui va s'occuper de toutes les constructions qui sont liées aux engins de guerre. L'ingénieur civil, lui, va plutôt se préoccuper des autres constructions, donc tout type de construction, mais qui ne sont pas des engins de guerre et qui pourtant peuvent être liés également à la guerre ou à l'armée. Puis, peu à peu, la fonction de l'ingénieur va se structurer autour de corps. Le premier corps d'ingénieur, c'est le corps du génie, est créé en 1691. La création du corps du génie sera ensuite suivie par la création du corps des ponts et chaussées en 1716. Et le but de créer des corps, c'est d'unifier le statut d'ingénieur, mais aussi de regrouper certaines expertises. Au début du XVIIIe siècle, les ingénieurs civils s'occupent principalement de l'aménagement du territoire, en construisant par exemple des forteresses, des ponts ou encore des réseaux d'eau. Les ingénieurs civils ont donc du pain sur la planche et la profession va encore une fois se structurer autour de nouveaux corps. On va créer le corps militaire terrestre et le corps militaire naval qui vont s'ajouter au corps des ponts et chaussées qui est existant. Les ingénieurs en génie civil actuels sont les héritiers de ce fameux corps des ponts et chaussées. Puis après l'aménagement des territoires, les ingénieurs du corps des ponts et chaussées vont s'attaquer à l'aménagement des villes. Les villes sont des espaces de plus en plus peuplés à partir du XVIIIe siècle et il est nécessaire de réfléchir aux flux humains et de marchandises dans ces villes. Enfin, au XIXe siècle, les ingénieurs civils du corps des ponts et chaussées vont permettre le développement d'infrastructures qui sont nécessaires à la croissance économique de l'époque, c'est-à-dire la création et la construction de voies ferrées et de gares. Comme on a pu le voir dans le point précédent, les ingénieurs en génie civil en France ont eu un fort impact sur les sociétés et ont participé au développement de la croissance économique du pays. De nos jours, le génie civil a toujours un impact important dans la société, et notamment au niveau de l'économie, puisqu'en 2022, le génie civil a engendré un chiffre d'affaires d'environ 66 milliards d'euros selon l'INSEE. Mais pour continuer à avoir un impact positif durable, le secteur du génie civil va devoir surmonter certains défis, et notamment des défis environnementaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que le secteur de la construction génère 5 à 10% des émissions de CO2 mondiales. Et 50% des matières extraites en Europe sont destinées au secteur de la construction. Suite à ce constat, ces dernières années, il y a eu des évolutions dans les matériaux utilisés
et dans les méthodes de construction. On se tourne davantage vers des matériaux dits biosourcés, comme le bois, qui ont un nouvel éclat grâce à la transition écologique et au développement durable. L'objectif d'utiliser ces matériaux biosourcés, c'est bien évidemment de diminuer l'utilisation du béton et de l'acier qui génèrent énormément d'émissions de CO2. Pour des ouvrages type bâtiment, le bois est un matériau qui est bien adapté, mais pour des ouvrages de génie civil, il faut encore faire des recherches supplémentaires parce que l'ampleur, la portée des ouvrages ne permet pas de substituer complètement le béton par le bois. Et d'ailleurs, même dans le bâtiment, on utilise en général le bois en complément du béton. Donc il y a une question d'adaptabilité des matériaux qui est prenante dans cette transition écologique et dans ce développement durable. L'évolution du génie civil se fait également à travers les jeunes ingénieurs et les écoles d'ingénieurs. Les jeunes ingénieurs sont de plus en plus sensibilisés aux questions environnementales et leur cursus scolaire dans les écoles d'ingénieurs leur permettent également de découvrir des manières de construire de manière plus durable. Outre les techniques de construction qui doivent évoluer afin de diminuer notre empreinte carbone, il y a aussi une question de l'adaptation des constructions face au changement climatique. Les ingénieurs vont devoir prendre en compte ces conditions de plus en plus extrêmes. On va devoir construire plus solide, mais également avec moins de matériaux. La question qui se pose, c'est comment on va réussir à faire ça. Il y a des recherches qui sont en cours. Et puis on peut, pourquoi pas, essayer de s'inspirer de ce qui est fait dans la nature, puisque la nature est très économe à la fois en énergie et en matériaux. Donc si vous voulez en savoir plus sur ce qu'est par exemple le biomimétisme, vous pouvez cliquer sur cette vidéo. Vous l'aurez compris, pour que le génie civil s'ancre durablement dans la société, avec un impact positif, il va falloir des personnes, des femmes et des hommes qui ont envie d'innover, mais qui ont également une grande expertise technique. Ces femmes et ces hommes sont les ingénieurs en génie civil de demain, et on peut se demander en fait, mais qu'est-ce que c'est un ingénieur en génie civil ? Alors déjà, il n'y a pas qu'un seul ingénieur en génie civil, il y a une multitude d'ingénieurs en génie civil, puisqu'il existe plusieurs spécialités. Les spécialités principales, ce sont les suivantes. Il y a la géotechnique, les structures, il y a l'environnement et les transports. On va commencer par la géotechnique parce que derrière ce mot un petit peu complexe se cache un métier passionnant. La géotechnique, c'est l'étude des sols qui est préalable et qui est indispensable à tout projet de construction. L'ingénieur en géotechnique il va s'intéresser à ce qui se trouve sous l'emprise de son projet au niveau de son site pour pouvoir proposer des fondations ou des améliorations de sol qui sont cohérentes avec ce qu'on veut construire sur le site. Une fois que l'ingénieur géotechnique a fait ses études, l'ingénieur structure prend le relais parce que c'est lui qui va construire la partie émergée de l'iceberg. Béton armé et structure métallique sont par exemple l'apanage de l'ingénieur structure. L'ingénieur transport va quant à lui s'inquiéter de la faisabilité et de la conception des voiries, des routes ou des chemins de fer en prenant en compte les réseaux ou les aménagements existants. Et enfin, l'ingénieur environnement, c'est lui qui va mesurer, quantifier l'impact environnemental d'une entreprise. Il existe d'autres spécialités du génie civil, comme par exemple le génie civil maritime ou le génie naval. Je ne vais pas forcément vous en parler dans cette vidéo, mais dites-moi si vous êtes intéressé en commentaire. En gros, un ingénieur en génie civil, il va s'occuper de la conception, de la planification, mais également de la coordination des projets de génie civil. Ce qu'il y a d'intéressant avec l'ingénierie en génie civil, c'est que c'est une ingénierie qui allie à la fois la théorie, mais également une grosse dose d'expérience. Pour finir cette vidéo, je vais vous parler d'un projet de génie civil de grande ampleur, un projet marquant de ces dernières années. Il s'agit de l'arche de Tchernobyl. Donc cette arche, elle fait suite bien évidemment à l'accident nucléaire de 1986 à Tchernobyl. Dans un premier temps, afin de contenir la contamination due à la radioactivité, il y avait eu un premier sarcophage qui avait été construit. Sauf que ce sarcophage, au fur et à mesure du temps, il s'est dégradé. Il a fallu prévoir un nouvel ouvrage pour à la fois contenir la contamination, mais également démanteler les ouvrages existants, donc le réacteur numéro 4 qui a explosé et le sarcophage qui était en cours de dégradation. Cette arche de Tchernobyl, c'est un ouvrage d'une ampleur exceptionnelle, puisqu'il fait 110 mètres de haut, 165 mètres de large et 250 mètres de long. Je vous parle également de ce projet de génie civil parce que sa construction a été rendue possible par deux mastodontes du BTP en France.
c'est un groupement entre Vinci et Bouygues qui a permis la construction de l'arche de Tchernobyl. Comme je vous l'ai mentionné, les dimensions exceptionnelles de l'arche de Tchernobyl en ont fait l'objet construit par l'homme le plus imposant à déplacer. La structure de l'arche de Tchernobyl est principalement en acier et a coûté 2,1 milliards d'euros. Outre ses dimensions exceptionnelles et son prix faramineux, ce qui est marquant dans la construction de l'arche de Tchernobyl, c'est que c'est une succession de prouesses techniques, notamment donc pour son déplacement, comme je l'ai indiqué, et puis aussi pour sa prise en compte d'événements exceptionnels. C'est un ouvrage qui est capable de résister à des chaleurs intenses en cas d'incendie, mais également de résister à des hivers très vigoureux, comme on peut en avoir en Ukraine. Et puis enfin, la structure a été dimensionnée pour résister à des tremblements de terre d'une forte magnitude et à des tornades dont les vents peuvent aller jusqu'à 330 km/h. Je vous en dirai pas forcément plus dans cette vidéo. Par contre, si vous souhaitez avoir un historique de l'ouvrage et puis des détails concernant sa construction, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que vous comprenez maintenant davantage en quoi consiste le génie civil ou que vous avez réappris certaines choses sur le génie civil si vous connaissiez déjà la discipline. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si ce type de contenu vous plaît. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo.